La prostitution a été traitée de différentes manières au cours de l'histoire. En tant que pratique ou bien profession, elle a fréquemment évolué au cours de l'histoire. Ainsi, elle a été intégrée dans diverses religions comme un élément important de celle-ci, tandis que d'autres cultures, au contraire, ont proposé ou réussi à l'abolir. Dans la Rome antique, période sur laquelle nous allons nous focaliser, la prostitution était vécue comme un mal nécessaire. Un mal nécessaire qui a enchaîné des milliers de femmes, et dans une moindre mesure d'hommes, à une vie de misère, d'infamie et de maladie. Dans le même temps, la figure de la prostituée devient une figure de transgression, car elle rompt avec les canons imposés jusqu'alors. En effet, pour certains auteurs, la prostituée devient nécessairement une figure dotée de virilité. Cependant, malgré ce que l'on pourrait croire, la compréhension de la prostitution à Rome est très problématique. D'abord parce que les sources sont très peu nombreuses, ensuite parce que ces sources sont généralement littéraires et que leur interprétation est très variée. Retour donc dans la peau d'une péripatéticienne, si je puis dire, à l'époque de la Rome antique. Bon visionnage. La prostituée romaine était connue sous le nom de méretrix, par opposition à une prostibula non déclarée. Méretrix, un mot qui proviendrait du verbe mereo, qui signifie littéralement gagner ou collecter. C'est à partir de là que les premières interprétations peuvent être tirées, car le grec éteira ou porné serait eux davantage proche du sens de vendre. Par conséquent, ce premier point montre qu'à l'époque, le commerce était déjà considéré comme une transaction économique qui permet de gagner quelque chose, en l'occurrence de l'argent. Ce qui a fait dire à certains que la prostitution romaine aurait été mal comprise dans nos sociétés modernes et qu'au final, elle aurait été beaucoup mieux considérée qu'on ne le pensait. Quoi qu'il en soit, les prostituées dans la Rome antique ne pouvaient être vêtues de la stola, la longue robe des matrones. De ce fait, elles étaient plus facilement identifiables. Elles étaient donc habillées d'une toge, mais pouvaient aussi porter des tenues extravagantes, plus exotiques, voire translucides. Et si les dieux et les héros étaient représentés nus dans l'art grec et romain, la nudité restait toutefois associée à une certaine forme de dépravation des mœurs dans la société romaine. C'était surtout dans les objets d'art érotiques que les femmes perçues comme des objets de désir étaient représentées nues, partiellement ou totalement, ce qui au final restait relativement rare. De même, dans l'intimité, faire l'amour sans aucun vêtement apparaissait comme impudique. Seuls les esclaves, affranchis ou prostituées, pouvaient consentir à se livrer en montrant l'intégralité de leur corps, tandis que les matrones, elles, ne se dénudaient que de manière contrôlée et sélective. Mais au fait, comment devenait-on prostituée à l'époque romaine? En effet, il y avait plusieurs façons de tomber dans la prostitution. La première et la plus courante était l'esclavage. Les descriptions qui nous parviennent des sources classiques sur les femmes qui habitaient les maisons closes en état de servitude sont assez dures, surtout si on les analyse avec notre point de vue actuel. Ainsi, nous apprenons que ces femmes étaient généralement entassées dans des insulae, semblables aux immeubles d'aujourd'hui, et se prostituaient toute la journée, recevant autant de clients que le temps le permettait. Elles étaient ainsi soumises aux mauvais traitements, aux violences sexuelles, ainsi qu'aux maladies sexuellement transmissibles. On sait peu de choses sur les maladies sexuellement transmissibles dans l'Antiquité, mais la gonococcie, en l'occurrence un écoulement purulent des parties génitales, semble attestée par Cels, les médecins arrêtés, et Galien. De même, la gonorrhée, une maladie infectieuse d'origine bactérienne, est connue des anciens. En outre, on sait que les prostituées très bon marché n'étaient pas en bonne santé. Catulle, dans ses poèmes, évoque ainsi une catin fiévreuse, dont s'est entiché son ami Flavius. Malgré tous ces risques, ces prostituées recevaient en tant qu'esclaves de quoi subsister, c'est-à-dire de la nourriture et tout ce qui couvrait leurs besoins fondamentaux. Quoi qu'il en soit, ces jeunes femmes avaient souvent la même histoire. Enlevées et vendues comme esclaves, elles subissaient un phénomène courant lors des voyages en Méditerranée. Il n'était pas rare en effet que des femmes de bonne vertu y soient capturées par des pirates et vendues directement à des maisons closes.
Ce marché était vaste et offrait des profits très importants. Cependant, il faut être prudent lorsque l'on considère que la prostitution des esclaves ne concernait que les classes inférieures. Et pour cause, les femmes pouvaient tomber dans l'esclavage de plusieurs manières, y compris à cause d'affaires familiales. Comme lorsqu'un père de famille tombait gravement malade ou mourait, et bien de nombreuses filles étaient contraintes de se prostituer, poussées en cela par leur propre famille ou bien de leur propre chef. Tout cela pour tenter de subvenir à leurs propres besoins. Cela montre bien le niveau de dénuement auquel de nombreuses familles devaient faire face, qu'elles n'avaient parfois pas d'autre choix que la prostitution pour survivre. On pourrait être tenté de penser que leurs conditions de vie et de travail étaient moins difficiles. Or, ces jeunes femmes étaient traitées presque aussi mal que ne l'étaient les esclaves. Les proxénètes, responsables de leur malheur, étaient appelés patres lenones dans les codes juridiques. Cependant, avec l'arrivée du christianisme dans l'Empire, cette situation n'était plus vraiment en adéquation avec la nouvelle religion d'État. C'est pourquoi la législation de l'époque autorisait les enfants prostitués à s'enfuir de chez eux. Ils étaient ainsi automatiquement considérés comme émancipés aux yeux de l'État et pouvaient commencer une nouvelle vie. Les jeunes émancipés avaient un avenir incertain, mais au moins ils étaient des sujets légaux à part entière, sans devoir être subordonnés à la famille de leur père ou bien à leurs proxénètes. Les proxénètes, justement, parlons un petit peu de ces derniers. Dans les deux cas de prostitution évoqués, la figure du proxénète appelé à Rome léno, s'il s'agissait d'un homme, ou léna, s'il s'agissait d'une femme, eh bien cette figure était très similaire à celle qui existe encore de nos jours. Son travail consistait en effet à tirer profit du travail des prostituées en leur offrant protection et facilité, mais pas toujours, pour les activités sexuelles. Les caisses impériales taxaient le travail des prostituées et les lénos étaient donc chargés de payer les taxes, qui s'élevaient à environ 10% du revenu mensuel total. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas de figure, on assistait finalement à une double exploitation, d'abord par un proxénète, puis par le client lui-même. Malgré cela, il y avait aussi des femmes indépendantes et libres qui avaient fait le choix personnel de se prostituer. Ce sont elles qui subissaient au final le moins de pression, bien que leur vie n'était pas non plus si facile que cela. Et pour cause, elles étaient généralement harcelées par les collecteurs d'impôts qui exigeaient également que les prostituées indépendantes versent leur part au trésor impérial. Elles ne bénéficiaient pas non plus de la protection d'un homme et il était donc très facile pour elles de se faire agresser par leurs clients, voire de ne pas être payées en retour pour leurs services. Dans ces circonstances, elles finissaient souvent par confier leur propre sécurité à des hommes qui leur servaient de garde du corps et qui étaient bien évidemment rémunérés pour cela. Ces prostituées se répartissaient en différentes catégories. Il y avait les prostituées de rue, proprement dites, et les prostituées de luxe. Ces dernières pouvaient amasser beaucoup d'argent grâce à leur activité, et ce, très rapidement. Elles établissaient même parfois des contrats avec des clients qui pouvaient durer de quelques heures à plusieurs années. Cela leur conférait en plus d'un salaire quasi fixe une certaine stabilité financière. Quoi qu'il en soit, le traitement de ces prostituées pouvait être totalement différent, jusqu'à recevoir des surnoms différents par leurs clients qui les qualifiaient généralement d'amicae ou de delicatae. Il ne faut cependant pas confondre les prostituées de luxe avec les concubines. Une concubine était une femme qui entretenait une relation extra-conjugale stable avec un homme. Une prostituée, quant à elle, pouvait être également une concubine. Par contre, une concubine n'était pas forcément une prostituée. C'est le cas d'une dénommée Pippa, dont certains pensent qu'elle était la concubine de Galien, un empereur du IIIe siècle. Il s'agissait en fait d'une princesse étrangère qu'il avait prise comme telle dans le cadre d'une alliance matrimoniale avec un chef de guerre barbare. Une chose qui différenciait encore un peu plus les prostituées entre elles étaient les différentes zones qu'elles occupaient dans la ville. À Rome par exemple, les plus riches se trouvaient sur l'Aventin, où certaines vivaient dans le plus grand luxe. L'une des plus célèbres était par exemple Larincien, qui aurait laissé une grande fortune à sa mort. En revanche, les prostituées esclaves, ou considérées comme de basse condition, fréquentaient quant à elles les pires quartiers de la ville. Ainsi, le Trastevere ou le Vélabre étaient les quartiers où les prostituées se retrouvaient généralement afin d'offrir leurs services. Ces quartiers étant considérés comme très dangereux, s'y aventurer sans une bonne escorte à la nuit tombée était véritablement risqué pour un homme fortuné. Mais le pire des quartiers, en l'occurrence le plus pauvre et le plus dangereux de tous, était celui de Subura, où les prostituées étaient appelées
mérétricoulées de manière péjorative, parce qu'elles étaient tout bonnement les prostituées romaines les moins chères de la ville. Cependant, leur zone d'influence ne se limitait pas à ces quartiers, car on les voyait aussi en grand nombre dans les lieux de loisirs comme les théâtres, les amphithéâtres, les cirques, les thermes, les auberges ou bien les tavernes. Généralement, les prostituées se tenaient juste à l'entrée de ces sites, car il était très fréquent qu'après ou avant le spectacle, les clients soient intéressés par leurs services. Cicéron n'hésitait d'ailleurs pas à expliquer que les actrices étaient selon lui toutes des prostituées et qu'en conséquence, on avait le droit d'abuser d'elles. On dit que toi et un groupe de jeunes gens avez violé une actrice dans la ville d'Athina, mais ce fait est un droit ancien lorsqu'il s'agit d'acteurs, surtout dans les endroits éloignés. Cela montre clairement le niveau de considération dans lequel les prostituées et les actrices étaient tenues à l'époque. Mais au fait, comment faisaient les prostituées pour contrôler leur fécondité? Sans doute en recourant à des pratiques sexuelles différentes ou à des méthodes anticonceptionnelles destinées bien évidemment à éviter toute grossesse. Des méthodes plus ou moins efficaces ou dangereuses, comme par exemple les applications locales de divers produits, miel, blanc de cérus, les lavements vaginaux, ou bien la consommation de divers breuvages à base notamment de poireaux ou d'élathérium, si l'on suit Soranos d'Éphèse, médecin du IIe siècle après Jésus-Christ. De même, certaines essayaient d'avorter au péril de leur vie à l'aide de potions ou de méthodes mécaniques comme des exercices violents, des massages ou bien l'usage de bâtonnets pointus. Ce choix difficile et risqué s'expliquait par les situations suivantes. Une prostituée ou une courtisane enceinte perdait tout bonnement des clients et des revenus. De même, une femme qui survivait à l'accouchement devait exposer son enfant ou l'élever dans des conditions probablement précaires, ou encore le céder à un amant qui aurait eu dès lors un grand ascendant sur elle. Caton le censeur, qui vécut entre 234 et 149 avant Jésus-Christ, a tenu à l'époque des propos qui semblent bien illustrer comment étaient perçues les prostituées dans le monde romain. Pour lui, ces dernières étaient un mal nécessaire. De plus, il défendait la vertu des femmes romaines, qui se devaient de rester pures pour leur mari. C'est ainsi que, selon Caton, les prostituées avaient une utilité fondamentale. Elles-mêmes entachées d'infamie, elles contribuaient par leur service à ce que les hommes n'harcèlent pas les femmes romaines vertueuses. Pour cela, il faut bien assimiler les rôles hommes et femmes qui caractérisent la société romaine et qui diffèrent de l'idée que nous nous en faisons aujourd'hui. Une femme complète, c'est-à-dire une femme romaine, était une femme qui se conformait au corpus moral rigide des matrones. En l'occurrence, la mission pour les mères de famille de mettre au monde de nouveaux citoyens romains. L'idéal de la matrone romaine était rarement atteint, mais c'est précisément pour cela qu'il était considéré comme un idéal. Il correspondait à l'idée que la société romaine se faisait de ce que devaient être les femmes. Il est donc naturel que Caton l'Ancien, défenseur du mos maiorum, ces coutumes que les citoyens romains étaient censés observer comme une tradition, ait vu la prostitution d'un bon œil, afin de libérer la matrone du stigmate de l'absence de pudicitia, en l'occurrence la vertu sexuelle féminine. De l'autre côté, nous trouvons l'homme romain, celui qui était censé veiller sur la famille et la diriger. Ces derniers étaient également soumis à un code de conduite strict, les rôles de genre s'appliquant également aux hommes bien entendu. Et dans ce cas, il n'incluait aucune sorte de blâme social pour avoir eu recours au service de prostituées. Avoir des relations avec des prostituées était considéré comme un moindre mal, quelque chose d'inévitable dans la nature masculine. C'est pourquoi, bien que relativement répréhensible, ce n'était pas quelque chose qui horrifiait la société. En effet, avec les prostituées, ils pouvaient réaliser leurs fantasmes, leurs désirs, sans jamais devoir subir de reproches. Comme par exemple le sexe oral, que les Romains considéraient comme une perte de temps et d'argent. Considéré comme déviant par la morale, il était très mal vu avec une matrone, ce qui n'était pas le cas avec une prostituée. Comme pour toute question sexuelle, ces règles de comportement ne répondaient qu'à un idéal de la société romaine. Ce qui se passait à l'intérieur de la domus était donc laissé à la discrétion des couples et de leurs relations. De plus, comme on peut s'y attendre, les mœurs romaines ont bien évolué
au fil des siècles. Les normes morales évoluant forcément sur d'aussi longues périodes, il est donc normal que les mœurs se soient assouplies ou bien au contraire durcies. Ainsi, les mœurs de l'époque de Caton l'Ancien n'étaient pas les mêmes que celles d'Auguste ou de l'ère chrétienne. Pour ce qui est de cette dernière, c'est effectivement à l'époque du christianisme que les femmes bénéficieront d'une plus grande égalité juridique en général. Sur le plan législatif, c'est à l'époque d'Auguste, soit aux alentours du tout début du 1er siècle après Jésus-Christ, que sont élaborées les premières lois claires sur la prostitution. À l'époque du premier empereur, le Mos Maiorum semblait être déjà tombé dans l'oubli. Auguste tenta pour cette raison d'amorcer un virage conservateur pour le faire renaître. À cette fin, la situation des prostituées s'est vue réglementée par la Lex Iulia et Papia Popea, une loi qui faisait de la prostituée un objet utile, mais non pourvu de certains droits. Ce même code concluant que la prostituée était quo corpore quaestum facit, c'est-à-dire celle qui vivait de son corps. Selon cette loi, la femme prostituée était donc un métier à la fois détesté et pénible, mais en même temps nécessaire à la société. De ce fait, le code romain considérait les travailleuses du sexe comme des turpes, c'est-à-dire qu'il les accusait carrément d'être incomplètes ou déficientes. En effet, certains auteurs insisteront sur le fait que, quelle que soit la situation économique de la famille, elle n'avait aucune excuse valable pour tomber dans une telle turpissima vita, une vie aussi laide. Un argument fondé sur leur manque de pudicitia que l'on pourrait traduire par chasteté. Par conséquent, elle ne pouvait ni effectuer ni recevoir d'héritage tant qu'elle n'avait pas renoncé à la prostitution, tout comme il leur était totalement interdit de se marier. La femme pratiquant un métier aussi infâme perdait donc en conséquence tous ses droits ou du moins était réduit fortement, et jusqu'à ce qu'elle décide de quitter la profession. Le léno, de son côté, se voyait également restreindre ses droits civils, car il était également considéré comme infâme pour la bonne et simple raison qu'il s'était lui aussi engagé dans une activité considérée comme dégénérée. À noter que le nom de toutes les prostituées frappées d'infamie était consigné dans un registre tenu par les édiles. Ainsi, toute femme qui faisait commerce de son corps était tenue de se déclarer au bureau de l'édile, ce qui, selon Tacite, devait empêcher les femmes libres de naissance de se prostituer. La perte de leur dignité liée à cet aveu public étant suffisante selon lui pour les dissuader du métier. Selon l'historien toujours, la profession de courtisane avait été interdite aux filles dont l'aïeul, le père ou le mari était un chevalier romain. Et si l'on en croit Suétone enfin, l'empereur Tibère avait fait exiler tout individu qui choisissait un tel mode de vie au prix de sa dignité et avait autorisé les proches d'une matrone qui se prostituait à la punir sévèrement. Il faut ajouter que toute femme dont la sexualité, consentie ou non, avait lieu en dehors du mariage était considérée comme impudica, c'est-à-dire sans pudeur, débauchée ou bien souillée. Seul le suicide permettait de regagner cette pudeur perdue, raison pour laquelle la patricienne Lucrèce, par exemple, se donna la mort après avoir été victime d'un viol. Raison pour laquelle, en droit, la prostituée ne pouvait jamais être considérée comme la victime d'un viol, car pour les anciens, la prostitution ne permettait pas de liberté, puisqu'elle impliquait une soumission au plaisir d'autrui. Une activité considérée donc comme dégénérée, mais qui vers 40 après Jésus-Christ, sous le gouvernement de Caligula, se verra tout de même taxée d'un impôt de 10%. Une charge fiscale très élevée pour l'époque, qui était ainsi prélevée sur les revenus de ces travailleuses, bien spécifiques, et ce même dans des territoires plus autonomes, comme c'était le cas en Égypte par exemple. De gros inconvénients au métier qui prouvaient donc que la grande majorité des prostituées n'étaient absolument pas protégées par la loi, tant pour elles que pour leurs éventuels descendants. À cela s'ajoutait le fait que le cycle pendant lequel une femme pouvait travailler comme prostituée n'était pas aussi long que celui d'autres emplois. Bref, les réduire à des objets utiles par la législation signifiait donc que lorsque leur période d'utilité, entre guillemets, était terminée, elles étaient condamnées à être abandonnées par la société. Leur statut juridique ne leur permettait pas d'être des personnes à part entière, mais comme nous allons le voir, c'est précisément cette situation qui faisait d'elles des figures capables de transgresser les normes existantes.
Malgré tout, les femmes sont devenues, à l'époque romaine, une sorte de figure de la transgression, tant dans l'art que dans la vie quotidienne. Le fait qu'aucun cadre de vie strict ne leur ait été réellement imposé, comme il était aux autres femmes, leur permettait de s'exprimer beaucoup plus facilement. Ainsi, les prostituées les plus riches avaient au final davantage de liberté qu'une matrone romaine. Sur le plan sexuel, elles pouvaient se permettre de faire ce qu'elles voulaient sans être véritablement stigmatisées. Ces femmes pouvaient par exemple pratiquer et obtenir des relations sexuelles orales, voire anales, sans pour cela être montrées du doigt. Après tout, elles étaient déjà mal vues pour le simple fait d'être prostituées, et cela allait logiquement de pair avec leur mode de vie marginal. Cependant, sur le plan social, elles pouvaient également obtenir certains avantages pour leurs conditions. Ainsi, les femmes qui offraient leurs services de manière indépendante et luxueuse pouvaient se rendre à des banquets publics, boire du vin ou même participer à des conversations masculines, ce qui était formellement déconseillé aux femmes vertueuses. A noter que si ces dernières avaient bel et bien leur culte spécifique, les prostituées avaient également droit à leur fête, qui, à travers la mise en avant de leur corps et d'une gestuelle impudique, favorisait la séduction et l'érotisme dans le cadre d'une sexualité non procréative, à la différence des matrones. Ainsi, pendant les Jeux floraux, notamment à l'honneur de la déesse Flore, en l'occurrence entre le 23 avril et le 3 mai, les prostituées se dénudaient dans les théâtres en évoquant chacune leurs tarifs et leurs spécificités. On célébrait en outre le culte de la Vénus Éricine, du mont Eryx, le 23 avril, jour de la prostitution, appelé par les Romains Meretricum dies. Ce jour bien précis, les prostituées défilaient au temple pour honorer la déesse, montrant de fait leurs atouts et s'assurant une certaine publicité devant des hommes venus voir le spectacle. Il existait de surcroît des cultes communs aux matrones et aux prostituées, rappelant les rôles respectifs de chacune d'elles, comme par exemple la fête en l'honneur d'Anna Perenna, le 15 mars, les fêtes de Vénus Verticordia et de Fortuna Virilis, le même jour, soit le 1er avril, ou des Nones Caprotines, tous les 7 juillet. C'est justement durant celle-ci, célébrée en l'honneur de Junon Caprotina, que les matrones se livraient à des rituels de fécondité, tandis que les prostituées et les esclaves simulaient de leur côté des combats et provoquaient les hommes, protégeant ainsi les matrones des pulsions sexuelles des hommes en les détournant sur elles. Comme nous l'avons vu, la prostitution était un métier vraiment éprouvant, sans véritable avenir, avec au final peu de garanties pour les femmes qui l'exerçaient. La prostituée n'était donc qu'un mal nécessaire selon cette société. Elle était de ce fait réduite à la position d'un objet utile et toléré, mais dont on pouvait se débarrasser à tout moment, le jour où justement il ne l'était plus. La plupart des prostituées vivaient dans des conditions de surpeuplement, utilisées seulement pour satisfaire les appétits sexuels de leurs acheteurs, mais également les appétits économiques de leurs employeurs. Presque toutes étaient des esclaves, et celles qui ne l'étaient pas vivaient dans une sorte de semi-esclavage. Seules quelques-unes ont pu véritablement échapper à une situation de pauvreté endémique. Celles-ci étant parvenues à s'accommoder facilement de leur vie de labeur et ayant même réussi à devenir un modèle de transgression des canons de la morale romaine, puisque les femmes romaines, à l'image des matrones, n'avaient pas accès aux espaces masculins. Les prostituées de rang supérieur, elles, pouvaient se le permettre. La grande majorité des prostituées, comme on l'a vu, n'avaient cependant pas cette chance, étant quant à elles doublement exploitées systématiquement et leur perspective de vie étant plus que limitée. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Hérodote, la chaîne Histoire, ou bien tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.